Bienvenue dans votre espace d'échange, la voix de l'environnement face à Raoul. Aujourd'hui, l'émission Face à Raoul reçoit le docteur Bruno Operle. Il est le directeur général de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Nous sommes à Kigali, en marge de la première édition du forum, de la conférence africaine sur les aires protégées. Docteur Bruno, bonjour. Alors, l'UICN est partenaire majeur dans l'organisation de cette première édition de la conférence africaine sur les aires protégées. Alors, quelles sont justement les motivations d'une telle initiative quand on sait qu'il y a déjà des plateformes qui réfléchissent sur les aires protégées sur le plan mondial? Il y a en effet d'autres plateformes. Il y a la conférence asiatique des aires protégées qui s'est faite il y a six semaines, qui est aussi organisée par l'IUCN. Il y a aussi la conférence de l'Amérique du Sud des aires protégées qui est aussi organisée par l'IUCN. Et il y a la conférence mondiale des aires protégées qui est aussi organisée par l'IUCN. Maintenant, c'est pour la première fois qu'il se fait une conférence en Afrique, gérée sur les parcs africains, sur les aires protégées africains, pour mettre en clair l'importance des zones protégées en Afrique. Et au niveau africain, comment est-ce que vous appréciez les politiques en matière de conservation en ce qui concerne justement la gestion des parcs de façon globale dans les pays? Les parcs ont des caractéristiques. Pour être de bons parcs, doivent avoir quelques caractéristiques. Une caractéristique, c'est qu'ils doivent atteindre l'objectif de protéger la nature. Un deuxième objectif, c'est d'accepter les droits des populations qui sont dans et autour de cette aire protégée. Il y a des instruments pour mesurer le succès des politiques en place, entre autres les listes vertes qui sont produites par IUCN, qui sont une espèce de certificat de bonne gestion des parcs naturels. Les parcs africains, il y a des exemples de très gros succès et d'autres qui sont moins brillants, mais comme partout dans le monde. Il y a les meilleurs de la classe et il y a les autres. L'Afrique abrite 25% de la biodiversité globale et dédie des larges portions de territoire à la protection des aires protégées, et cela avec un très bon succès. Et justement, vous venez d'évoquer des labels que l'UICN émet pour faire des annotations sur la gestion des parcs. Comment est-ce que c'est quoi la plus-value? La plus-value d'un label, c'est toujours la même pour n'importe quel produit. Celui qui veut acheter, investir, visiter, veut savoir est-ce que ça c'est quelque chose de sérieux, est-ce que c'est quelque chose qui est bien fait avant d'y aller. Et la certification donne cette information, après avoir fait un examen de la situation, donne l'information, oui, c'est très bien géré. Et ça, c'est l'objectif des listes vertes. Il y a un deuxième objectif qui est la liste verte en différents niveaux de bon management. Comme ça, on peut commencer avec un niveau relativement moyen et ensuite, au fur et à mesure, apprendre et devenir toujours mieux. Donc, c'est un parcours d'apprentissage et aussi une certification par rapport aux clients. Sur le plan pratique, est-ce qu'au niveau africain, dans cette liste verte, on a des parcs déjà aménagés, certifiés, accompagnés par l'UICN? Il y a dans beaucoup de pays, beaucoup de pays s'engagent dans les listes vertes. J'ai discuté l'autre jour, par exemple, avec le ministre du Gabon. Pour lui, c'est instruments importants. Mais aussi, dans beaucoup de pays, il y a un développement de ce type. On est relativement au début avec de cet instrument, mais il y a beaucoup d'intérêt en Afrique, évidemment, parce que aussi pour les autorités politiques, c'est important de savoir si les zones, les aires protégées
qu'ils ont établis, qu'ils ont dû faire passer dans le Parlement, convaincre les populations, s'ils sont aussi bien gérés. Et ce label est une initiative propre à l'UNCN ou est-ce que les autres organisations, AWF, WWF, qui également accompagnent dans les gouvernements dans la gestion des parcs, de façon concertée, appliquent... Non, l'instrument a été créé par IUCN et utilisé par IUCN. Donc la certification, le certificat est donné par IUCN. Et par ailleurs, IUCN, comme vous savez, est une union avec beaucoup de membres, avec plus que 90 États comme membres, des centaines, voire des milliers d'organisations non gouvernementales comme membres. Donc on a l'autorité de faire ce genre de choses. Et quel regard portez-vous sur le problème les problèmes de financement qui sont suffisamment constatés dans le cadre de la conservation et la gestion durable des parcs, notamment la lutte anti-braconage? Ouais, ça, c'est une question très pertinente. Si on regarde de ce que les parcs signifient pour les économies des pays, on voit que c'est des choses importantes. Hein. Dans l'Afrique subsaharienne, des études économiques nous disent que jusqu'à 10% du produit régional brut doit être reconduit à l'existence des aires protégées. Dans certaines zones, autour du parc de Kruger Park, en Afrique du Sud, 60% du produit régional brut est à reconduire au parc. Donc ça veut dire que si le parc n'était pas là, il y aurait 60% moins de revenus dans cette région. Hein. Et donc c'est des éléments importants de l'économie africaine, mais pas seulement africaine, de toutes les économies. Maintenant, l'investissement qui est donné dans ces parcs est très réduit, très limité. Le taux de retour sur l'investissement est en moyenne autour de 1 à 100. Donc pour chaque franc qui a investi, il y en a 100 qui reviennent. Mais il faudrait investir plus pour avoir plus de revenus à la fin. Comment faire mieux? Aujourd'hui, pratiquement la totalité des financements qui vont vers les parcs sont des financements publics, ou bien viennent des États africains qui ont décidé ces parcs, ou sont financés par des coopérations techniques avec des pays du Nord. Et maintenant, comme nous savons qu'il y a ce revenu dans l'investissement, ça devrait être les États africains qui font de façon telle à faire revenir une partie de cet argent vers les parcs, par des politiques adéquates. Et c'est une des choses qu'on discute ici. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire revenir vers les aires protégées une partie du revenu économique qui est créé autour des zones protégées? Ça peut se faire, il y a certains très bons exemples, et je suis très convaincu que ça va se faire. Parce que un financement autonome par les États africains, c'est la précondition pour être vraiment assis et guider ces politiques sur le continent. Et justement, comment est-ce que l'UNCN, elle, se positionne en termes d'agence bon, pas agence d'exécution, mais de mobilisation de financement? Et les États ont émis un certain besoin d'autofinancement au niveau de la mise en place d'un fonds africain pour accompagner les aires protégées. Alors, cette annonce et les activités de l'UNCN en termes d'agence d'accompagnement, comment est-ce que vous appréhendez justement l'idée qui a été présentée hier dans la plénière de créer un fonds international africain pour soutenir les aires protégées, c'est une très bonne idée. Et ceux qui ont annoncé cette idée, ils ont été très clairs. Ça doit être de l'argent africain. Ça doit être les États africains qui investissent dans ce fonds. Et nous sommes très en faveur que ça se passe.
IUCN est une union de membres d'États qui se concentrent sur les aspects scientifiques et sur le soutien légal et politique. Donc, si jamais il y aura besoin de IUCN pour créer et gérer ce fonds, nous sommes là. Mais on ne va pas s'imposer. Et quelles sont les politiques globales de l'UNCN en termes d'agenda, de priorité en matière des forêts, ainsi que beaucoup de la préservation des écosystèmes forestiers? Donc, le but final de IUCN, c'est de soutenir ses membres dans une bonne gestion des ressources naturelles et de la biodiversité. Nous faisons ça à travers différents créneaux. Le premier, c'est on a des commissions techniques avec des milliers, des dizaines de milliers de membres. Au moment actuel, je crois, c'était 18 000 experts qui soutiennent au niveau scientifique, qui transforment le savoir académique dans des instruments pratiques. Les listes vertes que j'ai citées avant, mais aussi les listes rouges des écosystèmes, le label Solutions fondées sur la nature, c'est des instruments. Donc, on transforme science en instrument. La deuxième voie de générer de l'impact, c'est on représente les membres et on soutient les membres dans des négociations politiques globales. Et on soutient les membres dans au développement de leur politique à l'intérieur des nations. Beaucoup des conventions qu'on connaît aujourd'hui, la Convention sur la biodiversité, la Convention CITES, la Convention sur la Ramsar, ont été pensées et construites à l'intérieur de la IUCN. Ils sont devenus à un certain moment un instrument indépendant, aujourd'hui très important. La troisième façon de soutenir les membres, c'est en gérant un portefeuille de projets qui est soutenu largement par l'aide internationale, multilatérale et bilatérale. Donc, ça, c'est la façon d'avoir de l'impact. Il faut prioriser. On ne peut pas tout faire à la fois. Donc, où est-ce que nous priorisons? Ce n'est pas très différent de cela où les États priorisent. Parce que nos membres sont aussi les États. Vous devez vous imaginer IUCN comme une espèce d'organisation des États-Unis, des Nations Unies, dédiée à la nature. Donc, le cœur, évidemment, c'est toutes les négociations qui sont sous le chapeau de la Convention sur la biodiversité. Là, il y a un thème qui est très important aujourd'hui, c'est quelle doit être la surface demandée aux États en termes de protection. On parle de 30% de la surface des États jusqu'en 2030. Deuxième thème, c'est OK, où est-ce qu'on prend l'argent pour faire toutes ces choses-là? En sachant que les États qui ont beaucoup de biodiversité, c'est pas nécessairement les États qui ont aussi beaucoup d'argent. Donc, si c'est vraiment une tâche commune au niveau planétaire, il faudra créer un financement commun au niveau planétaire pour soutenir ce travail. Le troisième, c'est évidemment tout ce qui est lié au monitoring, au reporting, comment on va faire le suivi. Ça, c'est la Convention sur la biodiversité. Un deuxième pilier, évidemment, c'est les changements climatiques qui affectent les sociétés, mais aussi la nature. Au cœur du lien entre la biodiversité et le climat, il y a les solutions liées à la nature. On peut réduire les gaz à effet de serre en soutenant la nature. On peut réduire les conséquences néfastes du changement climatique en soutenant la nature. Donc là, à travers ce concept de solutions basées sur la nature, IUCN peut intervenir aussi dans les politiques climatiques. Un troisième thème très important, c'est les zones maritimes. Les océans sont les grandes zones communes, c'est l'héritage commun de l'humanité. Comment gérer ces zones? C'est l'objet d'une négociation très prochainement. Et évidemment, IUCN est là pour soutenir les membres. Et vous avez évoqué
la multiplicité d'un certain nombre de parcs. Et nous avions suivi également dans les propos de plusieurs, que ce soit ministres ou experts, justement, n'est-ce pas un risque à vouloir ériger tout un État en aire protégée, parce que de plus en plus on assiste à une concurrence de création de parcs, des aires protégées. C'est une analyse personnelle. Pensez-vous pas qu'à terme, ceci représente, en termes de politique de gouvernance, un réel problème? Ça pourrait devenir un problème s'il n'y aurait pas des instruments de coordination. À ce que je sais, il y a des instruments de coordination. Il y a la planification stratégique au niveau étatique qui, entre autres, devrait réfléchir où est-ce qu'on fait ces 17% aujourd'hui, peut-être 30% demain. Où est-ce qu'on peut les mettre, ces surfaces? Et ça, c'est le rôle de l'État, de définir les zones prioritaires pour faire ce genre d'activité. Si ensuite l'État veut permettre, au-delà de ce qui est requis, à des acteurs privés ou à des autorités locales de faire plus, ok, il peut le faire, mais ça sera toujours sous la tutelle et sous la gouvernance générale des gouvernements. Docteur, on est en situation, je ne sais pas si je dirais post-Covid. Dans tout le cas, le Covid a sensiblement impose une pause sur le fonctionnement des activités au niveau mondial. Pendant ce temps, forcément, quel est le bilan que vous avez fait et quel impact cela a pu avoir également dans le fonctionnement, que ce soit de l'organisation ou des activités de terrain? A-t-on senti forcément qu'elle était bénéfique pour la nature ou forcément elle aurait contribué à un recul dans le cadre des initiatives, processus opérationnels qui étaient déjà engagés? La Covid nous a affectés tous, au nord, au sud. N'a pas fait de distinction. Nous a affectés tous, a causé beaucoup de tragédies humaines, de pertes de vie et a bloqué l'économie partout. Évidemment, des pays plus riches ont plus d'instruments pour survivre dans une zone, dans un moment de critique que d'autres. Arrêtant l'économie, on produit des problèmes évidemment pour les gens qui nécessitent de travailler pour pouvoir survivre. On a vu dans beaucoup de parcs, comme dans beaucoup d'autres activités économiques, des licenciements, des arrêts de paiement, et c'est évidemment, c'est des situations extrêmement difficiles pour ces gens-là. Il y a dans d'autres pays, j'ai discuté avec un ministre il y a moins de 2 heures, dans certains pays, les gouvernements ont décidé de continuer à payer les salaires, par exemple aux rangers dans les parcs, exactement pour soutenir les économies locales, pour injecter de la liquidité économique dans ces zones généralement rurales. Dans certains cas, ils ont même embauché des rangers additionnels. Ils ont créé des catégories de Young Scouts, donc de jeunes rangers, avec des salaires très bas pour soutenir les plus jeunes mais pas partout ça a pu se faire. Donc, et la même chose, c'est à la UCN, nous avons vu nos taux d'implémentation de nos projets descendre pendant la phase aiguë de la pandémie. Pour bonne chance, nous avons été capables de maintenir les employés, donc on n'a pas dû couper des places de travail nulle part dans le monde. Ça a été difficile, on l'a vu dans nos comptes, on a vu le coût du Covid. Et comment, avant de chuter, il y a en Afrique centrale, ou beaucoup plus, nous allons souligner l'observation d'un chevauchement d'action auprès de plusieurs unités de parc.
géré par plusieurs organisations qui y travaillent et autres. Mais quel regard est-ce que vous portez autour de l'harmonisation, d'intervention autour justement de la gouvernance des parcs? Parce que je vais être un peu plus précis. On a des parcs où on observe plusieurs organisations intervenir dans les mêmes périmètres, et des parcs par ailleurs aussi qui sont même délaissés et tout ça. Est-ce que ne pensiez-vous pas qu'il faille avoir un mécanisme qui permette justement un réseau d'intervention de pouvoir éviter les chevauchements et les multiplicités des financements dans les mêmes zones? Je reviens à ma réponse d'avant. Hein. Du point de vue stratégique, c'est le rôle de l'État de garantir une cohérence et une coordination. Ensuite, ça peut se passer hein, qu'il y ait un peu de désordre dans la mise en œuvre, mais ça se passe dans toutes les activités économiques. Il y a des restaurants qui s'ouvrent très proches l'un de l'autre, il y a des interventions. On est des humains, donc on n'est pas parfait. Je pense que c'est dans l'intérêt aussi des autorités qui gèrent les parcs. Il ne faut pas oublier, il y a des autorités qui gèrent les parcs, chaque zone protégée. C'est dans l'intérêt des autorités qui gèrent ces zones protégées de mettre de l'ordre, de dire ok, tu fais ça, tu fais ça. Et je pense que dans la grande majorité des cas, ça se passe. Il peut y avoir des cas où ça, parfois, ne s'est pas passé de façon optimale, mais là, je ne sais pas la bonne personne pour discuter ça au niveau spécifique. Et nous sommes justement à Kigali, en marge de cette édition. Alors, vous êtes là depuis quelques jours. Quelle appréciation vous faites justement sur l'avancée déjà, rien que ces jours-ci, des échanges qui se font ici? Je sens beaucoup d'énergie, je sens beaucoup de désir de discuter, je sens beaucoup de savoir qui s'échange. Hier, on a eu le premier jour avec une discussion politique entre des leaders africains très expérimentés qui a été, je pense, extrêmement intéressante, où l'accent a été mis sur le fait que l'Afrique doit devenir l'autorité qui gère les ressources naturelles de l'Afrique. Et pour faire ça, il faut parler, coopérer et ensuite agir. J'espère que cette conférence contribue à ce développement. Merci, Dr Bruno Operle. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Union pour la conservation de la nature, UNCN. Merci à vous.